Bonjour, et, je remercie Michel, je remercie Christian de me donner cette possibilité de vous présenter finalement le laboratoire, cette belle maison qui s'appelle Laboratoire de physiologie cellulaire végétale. Alors le titre m'a été proposé, j'ai rien changé, ça s'appelle Les lipides, l'héritage de Roland et les orientations récentes. Il y a plein de façons d'en parler, donc celle-ci est très bien et on va donc tourner quelques pages ensemble. Voilà, donc c'est une unité mixte qui fait partie des laboratoires importants du pays en biologie végétale, avec comme tutelle le CNRS, le CEA, l'université Grenoble-Alpes, qui contenait autrefois l'université Joseph Fourier, et l'INRA, qui à partir du mois de janvier s'appellera l'INRA-E, après sa fusion avec l'IRSTEA. Voici une espèce de ligne qui va nous occuper, qui est depuis en gros les années 80 jusqu'à 2020. Alors là, il y a une galerie de portraits, évidemment Roland Douce, Jacques Joyard, donc ce sont les directeurs de cette unité au cours du temps. Jacques Joyard, Marilyn Vantard, qui n'est pas présente aujourd'hui, Norbert Roland, que vous avez entendu tout à l'heure, qui a été directeur, puis directeur avec Laurent Blanchoin en adjoint, et puis depuis 2017, moi-même avec François Parcy, qui pilotons ce laboratoire. Alors il s'appelle Laboratoire de physiologie cellulaire végétale. Il y a un petit « et » qui est arrivé dans les années 2010 parce que ce laboratoire a grandi. Vous avez ici le nombre de personnes, hein, vous avez vu les 4 fondateurs, et puis aujourd'hui on est entre 100 et 120 personnes, donc ce n'est plus une famille. À cette dimension-là, on ne peut plus parler d'une famille, c'est une grande maison. Et donc il y a eu des sujets supplémentaires qui sont arrivés, on s'est recentré autour de la cellule, et il y a donc aussi des cellules non végétales qui sont étudiées. Mais ce « et », c'est aussi parce qu'on a accueilli des collègues, on a accueilli les collègues du laboratoire mixte Rhône-Poulenc-Lyon qui nous ont rejoints dans ces années-là, et puis aussi l'ancienne unité de Régis Mache, qui était aussi une unité de biologie végétale, et tous ces collègues nous ont rejoints. Alors en vert clair, c'est les instituts dans lesquels on s'est retrouvés au cours du temps et qui ont disparu. Donc vous voyez que la DRF Grenoble, Direction de la recherche fondamentale Grenoble, le DBMS, le DRDC, l'IRTSV, le BIG, IRIC, je vous passe tous ces acronymes, c'est notre institut, mais une chose est restée stable au cours de tout ce temps-là, c'est le laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Le centre dans lequel on est s'appelait le CENG, maintenant il s'appelle le CEA Grenoble. Alors on s'est posé la question, hein, sérieusement, de savoir si on allait proposer que notre laboratoire s'appelle le laboratoire Roland Douce, mais il est caché là. Laboratoire de physiologie cellulaire végétale, Roland il est là. Et puis ça aurait été un peu injuste pour les autres aussi, parce que c'est une œuvre collective. Donc si on arrive à faire que cette belle maison qui produit de la science au cours du temps continue dans cette forme-là, et c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire pour tout le monde. Voici le logo qu'il y avait au départ, une soldanelle. Il me semble que ça doit être Richard qui avait trouvé cette idée-là. C'est une des premières plantes qui pousse sous la neige. Lorsque la neige fond, la soldanelle, elle est déjà là. Et puis voilà, ça c'était un logo qui était un petit peu plus techno, qui représentait un peu l'entrée dans le monde du haut débit, qui a duré quelques temps. Et puis, depuis la semaine dernière, nous avons changé notre logo. Donc, on a une nouvelle entité avec 7 cellules, l'ADN, 7 feuilles qui caressent la montagne, et puis le laboratoire PCV. Alors, vous avez tous compris qu'il y a des organismes qui ne sont pas très contents de tout ça. C'est ceux qui ont payé le fort tribut. Alors, on va commencer par les épinards. Donc je n'ose même pas faire le calcul du nombre de kilos d'épinards qui sont passés, des tonnes d'épinards. Vous avez compris que les pommes de terre ne sont pas très contentes non plus de cette histoire. Le chou-fleur, on n'en a pas parlé, mais les plastes non photosynthétiques, il fallait bien les chercher quelque part. Et puis on n'a pas parlé des pois non plus. Il y a eu aussi tout un tas d'études qui n'ont pas été mentionnées c'est un laboratoire qui est au sein du CEA sur la toxicologie, la réponse des plantes aux radionucléides. Donc il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites. Donc je mentionne tout de suite Jacques Bourguignon qui est présent
qui est quelqu'un de très important pour cette activité-là. Et puis, cette feuille d'érable, l'érable a donné des cellules qui ont été étudiées pendant de nombreuses années en RMN métabolique par Richard Bini. Alors voici ensuite arrivé un peu tardivement après d'autres laboratoires, Arabidopsis. On a un peu traîné parce que c'était un laboratoire de biochimie. Donc cette star de la génétique est arrivée, le modèle qui est maintenant un peu hégémonique est arrivé un peu tardivement, mais forcé, il a bien fallu qu'on y aille. Et puis ça, c'est quelque chose qui est apparu depuis quelques années et sur lequel on s'implique énormément. C'est toute la biodiversité des algues dans toute leur complexité évolutive et structurale, mais finalement tout ce qui a été travaillé dans ce laboratoire, c'est unificateur et on le retrouve aussi dans ces organismes-là. Donc, par exemple, on va parler des lipides. Notre laboratoire travaille sur le volet lipidique des organismes qui ont été en grande partie caractérisés par Tara Océan. Alors, les lipides. Alors, voilà une cellule qui est avec ses membranes, qui sont comme des sacs. Et qui forment des compartiments. On a entendu parler de la mitochondrie, voilà. On n'a pas parlé de ce grand compartiment, ce sac qui occupe la cellule végétale et qui en occupe quasiment tout l'espace, qui est la vacuole. Et puis ici, vous avez le noyau qui est ouvert et qui laisse montrer son ADN, et puis un ensemble de membranes. Ce qui spécifique finalement de ces cellules végétales, c'est la présence de ce chloroplasme limité par deux membranes et à l'intérieur duquel se trouvent les membranes photosynthétiques. C'est comme des petits panneaux solaires qui sont capables de capter l'énergie lumineuse. Donc par rapport à la cellule animale qui consomme l'énergie du sucre par la mitochondrie, comme une voiture consomme un carburant, eh bien la cellule végétale, elle a un panneau solaire en plus. Donc c'est comme un hybride, si vous me permettez cette image, qui utilise deux sources d'énergie. Et en fait, l'intégration de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça prend une dimension assez importante actuellement au laboratoire, avec des collègues qui sont arrivés depuis quelques années, qui ont introduit dans notre laboratoire la thématique de la photosynthèse en tant que utilisation de l'énergie solaire pour la production de molécules organiques. Voilà, donc on augmente un peu les dimensions. Ces membranes, elles sont caractérisées par des lipides. Et puis, si vous étiez quelqu'un qui nagiez à l'intérieur de cette cellule, lorsque vous arrivez sur ces membranes qui sont bleues, sur ces membranes qui sont violettes, si vous les caressiez, vous verriez du phosphate, vous verriez de l'azote, vous verriez des groupements méthyl. Et puis, si vous touchiez cet organite qui est ici, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Joyard, vous verriez des galactoses. Donc, c'est quelque chose qui vous montre que vraiment, il y a eu une rencontre de ce. Laurence a mentionné que cet organite-là venait, donc celui-ci venait d'une bactérie, celui-ci vient d'une cyanobactérie. Ces cellules ont accueilli des prokaryotes, leur ont donné un environnement, et dans cet environnement, ça se maintient, et ça fait un espèce d'organisme d'ordre supérieur qu'on appelle la cellule eucaryote. Et tout ça, les lipides en sont des marqueurs et en sont des composants. Donc c'est la brique de base de cette maison compliquée. Et puis là, en rouge apparaît, les lipides, ils ont 2 acides gras. Quand on leur met 3 acides gras, ça ne peut plus tenir dans une membrane. On a une structure qui est très unique dans une cellule. C'est des molécules qui ne se structurent pas. L'ADN, c'est une double hélice. Les protéines, ça se fold, comme l'a dit tout à l'heure Eva. Ça a donc des structures. Les membranes, ce sont des cristaux membranaires fluides. Et puis les triacylglycérols, c'est des paquets. Ça ne veut pas se structurer. C'est le gras qu'on a dans nos cellules qu'on n'aime pas. Et il faut bien que ça se mette quelque part. Et on appelle ça des gouttelettes. Et ce sont véritablement des gouttelettes qui sont entourées comme un oignon de clou de girofle de protéines qui les protègent, qui les arrêtent du reste de la cellule. Voilà. Donc, si on regarde maintenant ces membranes photosynthétiques, et elles sont exposées au soleil.
Eh bien, les galactolipides, c'est 80% des lipides des membranes photosynthétiques. Si vous prenez 1 mètre carré de cellules qui font sur 5 mm, donc on va dire 1 mètre carré de feuilles, que vous dépliez tous les chloroplastes, que vous dépliez toutes ces membranes photosynthétiques qui sont bien empilées comme des pizzas, vous avez de 1 à 2,5 hectares de membranes photosynthétiques. C'est-à-dire que ce panneau solaire que vous côtoyez tout le temps, vous ne le soupçonnez pas, mais si vous le dépliez, eh bien vous auriez de 1 à 3 stades de football ou de rugby, comme vous préférez, de surface photosynthétique. C'est un capteur solaire incroyable. Et tout cela, c'est ce galactolipide qui le constitue, on va dire, de façon schématique à la base. Et puis ces gouttelettes d'huile, elles sont produites. Et ça, c'est important pour notre nutrition et aussi pour des alternatives aux biocarburants. Maintenant, voilà, la photosynthèse permet de capturer le CO2. Pour faire 1 kg de biomasse sèche, donc un cube de bois de 15 cm de côté, ou bien pour avoir l'équivalent de 200 à 500 ml d'huile, un demi-litre d'huile, il faut à peu près, si on tient compte du bilan de la photosynthèse et de la respiration, il faut 2 kg de carbone, 2 kg de CO2. Ces 2 kg de CO2, si on prend la teneur actuelle de l'air, qui est à 300-400 ppm, eh bien c'est 3000 m3 d'air, c'est-à-dire un cube de 15 mètres par 15 mètres par 15 mètres, un immeuble de 5 étages par 5 étages par 5 étages. Ça veut dire que les plantes, grâce à ce système, sont capables d'attraper le CO2 qui se trouve sous forme gazeuse et le mettre sous forme solide. C'est le point d'entrée, c'est ce qui nous compose tous. Et lorsqu'on brûle une bûche de bois, eh bien, il faudrait qu'on ait un petit peu de respect pour ces organismes qui ont réussi ce tour de force de capturer ce que nous ne sommes pas capables de capturer aujourd'hui, puisque c'est un problème d'avoir trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc, un des équilibres, un des piliers de l'équilibre de nos écosystèmes, il est là. Alors, les lipides là-dedans, je vais juste vous faire une petite galerie d'articles. Donc, avant l'arrivée de Roland, en 1960, il y avait un terreau, il existait une production scientifique au CEA sur les plantes et Paul Ozinda était impliqué là-dedans, donc sur l'exposition au rayonnement, et tout ça était sur des algues. Donc là, j'ai souhaité vous mettre 2 articles qui montrent ces travaux des années 60 et qui sont aujourd'hui d'une très grande actualité puisqu'on retourne sur ces modèles. Ensuite, Jacques vous a présenté cet article extrêmement important dans Science de 1974, signé par Roland seul. Et alors, dans cette lignée-là, il y a une école, donc voilà quelques exemples. Jacques vous les a déjà montrés, mais les lipides de l'enveloppe des chloroplastes, 1979, cette enzyme qui s'appelle la galactolipide, galactosyl transférase et sa localisation sur la membrane externe avec quelqu'un de très important qui est Albert Gendorn et puis Maris Bloch. Et là, on est en 1983 et c'est un hotspot de production pour notre labo. Il y a vraiment beaucoup de productivité à ce moment-là. Donc la préparation, alors ça c'est le travail très important de Maris Bloch qui a pu séparer les 2 membranes. C'est un travail colossal, extrêmement précis et qui a été extrêmement important pour toute la suite de nos études. Et puis, ça a permis de localiser des enzymes. Donc, vous pouvez retenir ou oublier les noms, mais l'acide phosphatidique phosphatase se trouve sur la membrane interne de l'enveloppe. Vous avez cette enzyme qui se trouve sur la membrane externe de l'enveloppe. Et puis, vous avez des enzymes qui sont impliquées dans le transfert de phosphatidylcholine sur des chloroplastes. Et ça, c'est des choses qui sont encore très actuelles. Alors là, moi, dans cette galerie de fleurs, je prends la mienne au passage. J'ai travaillé sur l'activité de cette enzyme qui produit le galactolipide. Et dans cet article qui se trouve ici, avec Maryse, on avait fait une manip de 30 heures. C'est pas toujours qu'on peut le faire, avec un point toutes les 3 heures. Donc on avait vraiment pris le temps et c'était compliqué de pouvoir dormir là-dedans. Où on inhibait l'enzyme et on voyait l'activité de l'enzyme et on voyait qu'il y avait 2 épaulements. Et Roland était venu et avait dit « Ah, mais si vous avez 2 épaulements, c'est que vous avez peut-être 2 enzymes. » Alors nous, on travaillait, on pensait qu'on n'en avait qu'une. On n'a pas résolu si c'était véritablement 2 enzymes, mais il s'avère qu'il y a bien en effet 2 possibilités d'enzymes sur les 2 membranes. Voilà, donc le travail de Christine Miège sur les enzymes de type A et de type B de synthèse du MGDG. Voilà, le travail avec Hiroyuki Ota et Koichiro Awai, qui est resté un collaborateur pour notre laboratoire.
Et puis les travaux sous vraiment le travail énorme qu'a fait Norbert Roland pour qualifier par la voie protéomique les différents compartiments, et qui a fait par exemple ici l'objet de cet article dans Progress in Lipid Research, qui est le meilleur journal du secteur des lipides actuellement. Ensuite, le développement de molécules inhibitrices donc, de cette enzyme, ça c'est un travail qui a duré près de 10 ans. La couverture de plantes physioles, parce qu'on a pu qualifier le lipidome de Phaeodactylum tricornutum, donc avec la plus grande profondeur à ce jour. C'est un article de 2015 et c'est un des plus cités de notre équipe, de l'équipe lipide. Et puis des travaux plus récents maintenant, sous l'influence inspirés par Juliette Jouet sur les propriétés biophysiques des lipides. Et je finis juste par un autre article dans Progress in Lipid Research, c'est qu'on peut maintenant regarder le métabolisme des lipides chez des organismes qui intéressent l'industrie, comme les trostoquhytrides. Et donc ça, c'est un travail qui a été piloté par Fabrice Réveillé. Alors notre laboratoire, maintenant, fort de tout cela, est parti de l'étude des lipides par des chromatographes sur des plaques de silice. Et puis maintenant, ce sont les outils les plus modernes, avec des partenariats industriels qui nous permettent d'aller vers de l'automatisation et de produire de plus en plus de données. Et depuis cette année, eh bien, c'est une plateforme qui est soutenue par l'Union européenne et la région, qui s'appelle LIPANG, Lipinalasis in Grenoble, et qui est dirigée par Juliette Jouet. Et l'année prochaine, notre laboratoire va accueillir pour la première fois le International Symposium on Plant Lipids à Grenoble. Alors, l'héritage de Roland Douce, je ne savais pas trop comment aborder ça. Alors, je vais commencer par ce qu'il n'aimait pas. Alors, ça, c'est le magnétisme. Alors, c'est la Bible de celui qui veut faire de la biologie moléculaire. Et comme Roland, c'était un biochimiste, un métabolicien, il était dans le savoir, et c'était une vraie référence. On lui posait quelque chose, il savait où ça allait dans un autre coin du métabolisme, mais il ne s'est pas senti très bien armé face à toute cette arrivée de la biologie moléculaire. Donc il y avait quelqu'un dans le labo qui s'appelle David Mascherel, qui était celui qui touchait sa bille là-dedans, mais au global, on avait un petit peu eu du retard. Alors bon, vous voyez, hein, il n'est pas très usé, hein, ce livre. Et puis à côté de ça, pour ceux qui l'ont connu, peut-être qu'ils ont entendu MAPK, MAPKK, MAPKKK, MAPKKKK. Donc en fait, cette arrivée de la génétique, ça le frustrait, parce que c'était des chaînes qui étaient issues de l'étude des phénotypes, et il n'y avait pas le bidouillage biochimique qui permettait de vraiment savoir la fonction. C'était des déductions de déductions, et ça ne le satisfaisait pas. Même si aujourd'hui, il faut avoir un très grand respect pour tous ces gens qui ont pu identifier toutes ces voies. Et puis Arabidopsis, c'est celle qui est arrivée un peu tard chez nous. Bon, on s'est rattrapé depuis, mais sur le coup, on sentait qu'il y avait d'autres labos qui s'en étaient emparés. Il nous disait: ne cédez pas au chant des sirènes. Soyez pugnaces. Et voilà le Merck Index. Alors, vous voyez la différence. Donc ça, là, le Merck Index, je l'ai pris dans la bibliothèque. Alors si on ne voulait pas l'utiliser, donc le Merck Index, c'est les molécules avec toutes leurs propriétés. Si on voulait aller un peu vite, on allait voir Michel Neuburger, qui savait en général ce qu'il y avait dedans. Puis si Michel n'était pas là, on allait quand même voir dans le Merck Index. Donc c'était un labo de biochimie. Et puis ça, c'est le poster qui est dans le bureau de Fabrice, donc qui est toujours là et qu'on regarde. Voilà, c'est le métabolisme. Et là, je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Pierre. C'est vrai que Roland avait un immense savoir. Et c'est savoir. Ne pas aller chercher aujourd'hui dans Google, savoir. Donc savoir le métabolisme, c'est quelque chose qui est je ne sais pas si c'est un héritage, mais c'est une valeur, parce que je ne sais pas si on arrivera à la faire hériter, de conserver le savoir plutôt que d'avoir la facilité d'aller sur les bases de données. Mais c'est important de bien connaître son métabolisme. Donc on a mangé notre pain blanc, ça c'est parce qu'il avait un peu peur de voir la biochimie partir, mais dans l'avenir on aura toujours besoin de la biochimie. Alors ça, vu quand on a une chose compliquée comme ça, quand on écoutait Roland, les choses étaient limpides, et il disait un truc que moi je n'arrive jamais à dire d'une seule traite: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.
Donc voilà, si on arrive vraiment à avoir les idées claires, normalement on devrait y arriver. Donc il y avait un gros travail sur comment penser. Et puis il disait, je crois qu'il disait que c'était Saint-Exupéry qui disait ça, mais j'ai vérifié, Saint-Exupéry il l'a pas dit, donc je ne sais pas. Ce qui est simple et génial. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la complexité et la simplicité, et arriver à extraire un message simple de quelque chose de complexe, c'était une de ses grandes qualités. Et puis les grands discours font les petites journées, donc il faut que je me dépêche. Alors, les orientations récentes de notre laboratoire. Notre laboratoire, voilà, il a aujourd'hui 9 équipes. Donc, pour ceux à qui ça parle, il y a 3 ERC, une ATIP et une équipe émergente, portée par une enseignante-chercheur, parce Roland était un professeur et aujourd'hui, ce laboratoire n'a pas encore été... il nous faut des professeurs qui nous redonnent le lien avec l'université. La photosynthèse est arrivée avec Giovanni Finazzi et puis Dimitris Petroutsos. Norbert dirige l'équipe chlorogénèse, Juliette Jouet l'équipe lipide, Jacques Bourguignon l'équipe métal stress, Christelle Carle s'intéresse à la chromatine dans le développement, Chloé Zubieta à la structure des protéines dans le développement, en très forte collaboration avec l'IBS. François Parcy, qui est ici, a apporté toute une thématique autour de la floraison. Nous n'en avons pas du tout parlé, mais ce sont des dimensions nouvelles. Et puis Laurent Blanchon et Emmanuel Théry ont quelques travaux sur les plantes, mais c'est très mineur par rapport à l'énorme masse de travaux qu'ils réalisent sur les cellules souches, donc physiologie cellulaire et végétale. Le projet de déchiffrer les organisations fonctionnelles de la cellule, avec 3 axes, la photosynthèse et le métabolisme, la morphogenèse et le développement, la réponse et l'adaptation à un environnement abiotique changeant. Donc c'est un laboratoire qui entre véritablement dans les problématiques actuelles du changement climatique, avec 3 défis technologiques, la biologie structurelle intégrative, la biologie computationnelle et l'imagerie multi-échelle. Pour ce qui est des reconnaissances, Roland a eu ses médailles d'argent en 1982, Jacques Joyard l'a eu en 2001, et cette année, Laurent Blanchoin aura la médaille d'argent du CNRS. Et en médaille de bronze, quelqu'un qui n'a pas été mentionné, c'est Renaud Dumas qui l'a eu en 1997, François Parcy avant son arrivée au laboratoire, et puis Juliette Jouet sur ses travaux sur la biophysique des lipides. C'est donc pour moi une très grande fierté de représenter ce laboratoire. Donc je fais partie d'une lignée au service de ce labo. Et donc là, ces jeunes, qui sont plus ou moins jeunes maintenant, montrent le dynamisme de cet environnement. Alors je me suis permis, puisque nous sommes proches de la montagne, que c'était un plaisir pour Roland. Les bronzés ne font pas que du ski, donc tous ces gens qui ont la médaille de bronze, voilà, c'est un petit clin d'œil. Juste pour finir, voilà, Roland, on a entendu parler de ses éclats de voix, on a entendu parler de cette grande couleur qu'il avait. Oui, Roland, c'était une personne saillante, et là, je peux vous dire que lorsqu'il était là, il devait sûrement mimer quelque chose qui devenait de complexe à simple, et quelque chose de compliqué devenait limpide. L'autre chose, j'ai deux autres photos à vous montrer. Voilà, ça c'est une cellule à oxygène. Ok, on a les génomes, ok, on a les protéomes, ok, on a toutes ces choses-là, mais il faut aller vérifier la fonction, il faut aller mesurer la vie, il faut aller la voir, la vie. Donc ça, c'est un outil. Alors, il disait tout le temps que c'était pas lui qui avait pété la membrane avec sa pipette, mais je pense que peut-être que c'était un petit défaut. Et puis finalement, cette plante qui était dans son bureau, donc il avait une forme dans son bureau qui faisait plein de graines. Et beaucoup de ses étudiants, peut-être qu'il y en a ici, ont récupéré des graines et les ont fait pousser chez eux. Et on appelle ça la plante de Roland. Voilà. Donc, et quand on la donne, même dans ma famille, quand je la passe, les gens la connaissent, ça s'appelle la plante de Roland. Ils ne savent pas d'où ça sort, mais voilà, c'est comme ça. Là, vous avez des rejetons qui ont 1 an, mais en fait, c'est des plantes qui peuvent être très très grandes. Je pense que certains d'entre vous en ont des grands exemplaires chez eux. Merci.